Bonsoir, au sommaire, la remise des prix du concours de l'école de design des Landes, des échos du salon du livre et du spectacle qui a été donné à cette occasion, la cérémonie commémorative au monument aux morts, mais pour commencer, nous recevons Philippe Frati, bonsoir, Bonsoir. qui vient nous parler d'un événement à venir. Alors, quel est-il? Alors, c'est un canitrail, une canirando, qui va se dérouler le dimanche 15 avril sur la commune de Bras-Saint-Pouille. Alors, c'est donc un petit peu différent de ce que vous aviez organisé la dernière fois l'an dernier sur Agenmo. Oui, tout à fait. Donc, ça change un peu puisqu'on est sur une manche qui est un petit peu plus longue, donc sur un 10 km pour le canitrail. Et puis, on ouvre aussi donc la distance pour les randonneurs, donc ceux qui veulent faire donc la discipline donc à allure donc marche libre quoi, en fait voilà. Alors, donc le départ va être à quelle heure à Bras-Saint-Pouille? À quel endroit à Bras-Saint-Pouille? Alors ça va se passer donc au foyer rural donc à partir de 8h30 pour la remise des dossards, remise formalité donc d'inscription. Suivi donc après donc du premier départ donc qui sera le canitrail, les compétiteurs vont partir par vague de 5 ou 10 en fonction du nombre d'inscrits. Départ donc à partir de 9h15, suivi après donc de la rando donc pour 9h30. Donc il y a une spécificité cette année, alors il y a moins de vélos, comment ça se passe? Alors voilà, donc compte tenu donc du circuit qui est un petit peu plus engagé, donc et on est sur une manche quand même de 10 km, on a préféré donc pour des raisons de sécurité ne pas donc mettre les VTTistes, cani-VTT donc sur cette première. Donc là c'est notre premier événement donc sur Bras-Saint-Pouille sur ce magnifique parcours. C'est un parcours qui est très technique, très engagé. Mais il y a de la forêt, il y a du bois, il y a de la route, comment c'est? Alors en gros on va retrouver donc plus de 80% donc de sous-bois, de forêt donc et de sentiers donc forestiers qui sont fort agréables. Il y a des endroits qui sont bien ombragés, donc des passages donc avec des endroits où les chiens peuvent boire donc et se rafraîchir. Donc vraiment un parcours donc pure nature et vraiment donc un vrai régal quoi. Donc combien y aura-t-il de concurrents On attend en gros donc je pense entre 60 canitrailleurs et une quarantaine donc de randonneurs, donc une centaine de participants pour cette première. Voilà, donc en majorité, donc, si j'ai bien compris, des personnes qui vont courir avec le chien. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc sans VTT, sans quelques-uns quand même avec... On a testé donc avec la trottinette, donc ça peut éventuellement se faire en trottinette, puisque moi dimanche dernier je l'ai reconnu donc en trottinette, et ça passe bien. Donc en trottinette, c'est beaucoup plus facile qu'en VTT, donc quand il faut descendre de la trottinette c'est plus simple que du VTT, donc en trottinette ça passe bien. Donc s'il y a des personnes qui veulent y participer avec la trottinette, ils seront accueillis donc sans aucun problème. Et donc, si vous terminez vers 11h30, midi, pour la remise des prix 11h30, donc fin des courses, et puis remise des récompenses donc à l'issue donc, de cette... Avec le pot de l'amitié ou pas? Avec un pot de l'amitié donc à l'issue. Bon, d'accord. Donc, on répète la date alors, si vous voulez donc, bien. Le dimanche 15 avril, donc sur Bras-Saint-Pouille, au foyer rural. Au foyer rural, bon, mais on sera là en tous les cas. D'accord, merci beaucoup. Merci. Très gentil à vous. Quelques courageux ont affronté les intempéries pour assister à la cérémonie en honneur des combattants de la guerre d'Algérie. « 19 mars 1962, souvenons-nous. Après 10 années d'indicibles et meurtriers combats en Afrique du Nord, plusieurs centaines de milliers de victimes civiles et militaires. En France, toute une génération sacrifiée, la dernière génération du feu. La plupart ont 20 ans, des lendemains pleins de promesses. Jeunesse foudroyée, désarroi, tristesse, infini pour leurs parents frappés par le malheur. Délaissés, souvent incompris, voire méprisés, et survivants de ces heures sombres honorent et perdurent la mémoire de leurs frères d'armes. Message de Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie
en Tunisie et au Maroc, 19 mars 2018. À cette journée nationale, la France rend un hommage solennel à toutes les victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le cessez-le-feu du 19 mars 1962, issu des accords d'Évian. L'événement du week-end dernier, c'était le Salon du Livre. L'événement culturel de la semaine a été le 6e Salon du Livre, Lire à Agetmo, qui s'est déroulé dimanche à la salle Alain Dutoya. Suite à une campagne de communication très efficace, affiches, articles dans Sud-Ouest, interviews sur Canal Achat, le public nombreux a pu rencontrer la quarantaine d'auteurs présents, représentant une douzaine de maisons d'édition. Chacun a pu trouver son bonheur. Livres pour enfants, romans policiers, recueils historiques et livres d'art. Et a eu aussi la possibilité d'échanger avec les auteurs, parmi lesquels des Agetmosiens, Daniel Biarnès, Michel Marsan, Gérald Chassignou, Alain Lamaison, Robert Louison et Marie-Louise Barbereau. Cette dernière vient de publier un livre de conversation en collaboration avec Bernard Buteau aux éditions Gascogne, Une vie de cinéma, dans lequel elle raconte son métier de monteuse qui lui a permis d'obtenir un Oscar pour le film Le jour le plus long. Les souvenirs qu'elle détenait de sa famille. Et par concours de circonstances et suite de rencontres, on a sympathisé, on s'est lié d'amitié. Et l'idée du livre Une vie de cinéma est née tout simplement ici, à Agetmo, au Salon du Livre de l'année dernière. On remontait sur Paris et là j'ai retrouvé des personnes que j'avais connues à Nice et je me suis lancé dans le montage de films. Dorine Lafitte, adjointe à la culture, a remercié les différents acteurs de cette manifestation, en particulier les employés municipaux pour l'installation de la salle et l'équipe de basket de HMCB pour l'élaboration et le service des repas et de la buvette. Par ailleurs, les élèves de CM2 de Mesdames Balthazar et Urs et ceux de 4e et 3e du collège de Mademoiselle Ferrer, ayant participé à un concours d'écriture sur le thème de la musique, ont été récompensés. Pour la classe de Madame Hurst, Aurore Dupouille, élève de CM2. Également élève de CM2 dans la classe de Madame Hurst, Lali Lansama. Nous passons ensuite aux élèves de classe de 3e de Madame Ferrer, donc Margot, Lola, Zoé, et donc la récompense pour le concours de dessin a été attribuée à une élève de 3e également, Manon Baleine. Félicitations à toutes et à tous. Il y a un garçon parmi toutes ces filles. Voilà. Je vous invite maintenant à vous avancer pour partager avec nous le verre de l'amitié. Merci. Voici maintenant quelques images du spectacle Un jardin dans la tête, donné à l'occasion du Salon du Livre de ce week-end. Chez moi, il y a un jardin. Bon, il n'est pas très très grand, comme vous pouvez le voir, mais il est extraordinaire à cause de quelque chose qui s'est passé cette nuit. Figurez-vous que la lune est sortie de son lit et elle est descendue comme ça, elle a roulé jusqu'ici dans mon jardin pour y déposer un sac. Une espèce de grand sac en toile, puis elle est repartie. C'est compliqué à trouver ça. 2 heures. À 2 heures.
Donc j'ai pris le toboggan à droite, le deuxième champignon à gauche. Ensuite... Non, attends. Non, je t'ai pas dit le deuxième. Je t'avais dit le troisième champignon à gauche. Tu m'as dit le deuxième champignon. Non, je t'ai dit le deuxième. Tu m'as dit le deuxième champignon. Je m'en souviens très bien. Écrit au stylo. Ouais, que ça c'est toujours ta mauvaise foi habituelle. Ah oui. Je t'ai dit le troisième champignon. Non, à chaque fois je me perds et à chaque fois comme par hasard, j'ai les mauvaises indications parce que monsieur me l'avait bien dit, mais apparemment non, mais de toute façon, voilà, c'est pas Eric. pareil. Eric. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais il y a des gens en fait. Je sais pas. Dans mon jardin, il y a Azalée, Mimi, Germain et désolé si j'en oublie dans les allées de ma tête fait coudre dans mon jardin. Ben, je fais la vache, j'imite la vache pour que Azalée écoute la chanson. Non mais elle entend ce qui est preuve, mais aucun rapport, elle entend bien là d'ici. Ah bon, tu crois? Ben bien sûr. Allez va, s'il te plaît. Excusez-moi. Azalée, vache savante, mais pas une vache à viande. Azalée, vache savante, une vache ailée. Et Charlotte, elle pour lonesome escargotte. Henri l'escargot, quel le cœur gros, son joli cœur d'escargoterie s'est rempli depuis que Charlotte est partie. Charlotte l'escargotte est partie, Charlotte l'escargotte, sa chérie, lui qui croyait qu'elle plus lui égale pour la vie, le cœur rend de l'origine Henri. Plus il pleure, plus il grossit, et son est trop pour sa coquille. Henri a eu beau la supplier, en mille se plier, mettre son chapeau vert à l'envers qui la faisait tant rire. Parfois, l'humour et la chanson, la poésie d'un limaçon ne suffisent plus pour croire en l'éternelle belle saison. Lundi soir, salle Gramont, les étudiants de l'école de design des Landes recevaient leur prix. Cette école de design qu'on est content de récompenser, cette source de créativité dont on a tant besoin aimablement. Donc pour moi c'est toujours un réel plaisir de les récompenser, de voir leurs projets qu'ils vont nous présenter. Et après donc monsieur Hubert prendra la parole pour... Bonjour. Nous sommes des élèves de l'école de design de Mont-de-Marsan et nous avons participé à l'édition de la Fête de la Chaise de 2017. Et en fait, le projet qu'on nous a demandé de proposer, ce sont des nouveaux supports pour le musée de la faïence de Samadé. Et donc on nous a demandé d'imaginer des nouvelles étagères entre guillemets pour exposer les pièces de collection du musée. Donc nous avions 3 jours pour effectuer ce projet. Et nous avons deux idées qui sont ressorties et que je vais vous présenter avec mes camarades. Donc le premier projet, en fait, c'est un projet qui est basé autour d'un pilier central, en fait, et on a la possibilité d'articuler des étagères tout autour, afin de pouvoir agencer l'exposition selon le bon vouloir des organisateurs. Voilà. Donc ça fonctionne de cette manière-là. Donc on a des équerres qui viennent se fixer sur le poteau central et qui sont donc les pièces sont donc protégées par une cage en verre qui est sécurisée, etc. Le second projet, c'était une galerie, une espèce de labyrinthe en verre dans lequel on organise de la manière que l'on veut les pièces de collection du musée. Et donc voilà, donc le but c'était de pouvoir circuler tout autour de la salle qui est existante et de pouvoir observer les pièces sous toute leur couture, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent avec les meubles existants.
Donc ici vous pouvez voir la maquette que nous avons réalisée donc, à l'échelle, qui représente la salle existante donc, du musée de la faïence, ainsi que les deux modules que nous avons imaginés. Sachant que nous avons émis la possibilité de pouvoir réaliser les deux modèles et de les incorporer en même temps dans la salle afin de pouvoir, on va dire, avoir un nombre de possibilités quasi illimitées pour l'exposition de la faïence. Ça c'est, alors je sais jamais, c'est le... Ça c'est la maison de la céramique, donc les faïences sont sur des caissons en bois noir, où la céramique est dessus. Et tout autour, il y a des très grosses vitrines vitrées. Voilà, il y a ça. Et après, il y a le musée de la faïence, voilà, où il y a toutes des vitrines qui sont comme ça. Donc pendant 3 jours, ils ont travaillé. Ils avaient ça sous les yeux, puisqu'ils nous ont prêté un exemplaire de chaque pour nous présenter le projet qui est ici devant vous. Voilà. C'est pour ça que c'est comme... Après la présentation des 2 projets, Thierry Hubert, directeur de HD Siège et président du jury, a félicité les étudiants pour l'originalité de leur création. Il a cependant souligné 2 faiblesses éventuelles, la limitation du nombre de pièces exposables dans le cas de l'arbre, sachant que la salle actuelle en compte 176, et la difficulté d'accès dans le cas du labyrinthe. L'arbicube. Donc l'arbicube, c'est celui-ci. Vraiment très intéressant, c'est le côté décalé par rapport à ce qu'on voit habituellement qui était vraiment très intéressant, par rapport à l'approche de l'expo, le fait de voir les différentes œuvres à 360 degrés. Les 2 projets sont vraiment intéressants. Alors voilà, c'est vrai que c'est peut-être une réponse de Normand, mais disons que ces vitrines répondent finalement à 2 fonctions, 2 usages. Voilà. Une mise en valeur pour des objets exceptionnels et une présentation de série. Le métier de designer, c'est avant tout un métier d'expérience. Le métier de designer, vous le connaissez, puisque ça fait une dizaine d'années que vous êtes en relation avec le SDL. On forme les designers à faire le métier de concepteur, mais un métier de concepteur dans l'esprit où le designer est là pour faire vivre à l'humanité des expériences positives. C'est la différence avec un ingénieur peut-être qui n'apporterait qu'une réponse à une question. Le designer, on lui pose une question, il va rebattre la problématique, il va la repenser et il va mettre l'utilisateur au centre pour essayer d'apporter la meilleure des réponses. Et je trouve que dans les réponses qui sont apportées, non seulement il y a une valorisation de l'objet précieux d'un musée, il y a aussi également une expérience à vivre au travers d'une balade en forêt, par exemple. Et ça peut être une réponse très intéressante pour un musée. Alors après, on l'adhère, on n'y adhère pas, mais en tout cas, c'est un autre regard. Et je vous félicite pour cette créativité, parce qu'il fallait y penser. Non, c'est pas renoncé, mais les 2 projets sont pertinents et c'est difficile de rendre compte de... Vendredi matin, l'ASA de la vallée du Laudon tenait son assemblée générale. Eric Dumas, agriculteur sur la commune de Horsarieux. Particularité, je suis irriguant et en Chalosse, les agriculteurs qui irriguent sont assez rares. La ressource en eau, c'est notre lac d'Agès. Alors, nous avons créé une association qui s'appelle l'ASA Vallée du Laudon, dont la ressource, comme je vous rappelais précédemment, vient de lac d'Agès, positionné sur la commune de Montségur et d'Agelmont. Et ça génère pas mal d'activités à la fois économiques, mais l'ensemble des coûts qui sont répartis sur 300 hectares d'irrigation est vraiment supporté sur l'ensemble des irrigants, l'ensemble des agriculteurs qui font partie de l'association, dont de la Vallée du Laudon. Alors quand on parle d'irrigation, c'est quoi l'irrigation et surtout qu'est-ce que ça peut permettre dans notre paysage où souvent c'est mal compris. D'abord pour un exploitant, irriguer, c'est avoir sécurisé et pérennisé la vie de l'exploitation. Et à travers ça, c'est la diversification de cultures, à travers de légumes, maïs doux, mais aussi autres, comme l'asperge. L'irrigation, c'est avant tout une vie aquatique qui permet d'approvisionner en eau l'ensemble des cours d'eau. Et à travers ça, je pense, et j'ai une pensée, à l'ensemble des pêcheurs qui, pour eux, c'est du loisir. Dans notre rubrique automobile, aujourd'hui, la Moss Monaco. Alors c'est une voiture qui s'appelle une Moss, Monaco exactement, qui est un kit car anglais qui date des années 80.
Aujourd'hui, chez Thomas Spirit, on a la chance d'avoir des collectionneurs qui nous proposent des véhicules pratiquement toutes les semaines. Donc c'est issu d'une collection qui était dans Aquitaine, d'un monsieur qui a à peu près 150 véhicules et qui préfère les vendre donc à des passionnés ou tout du moins à des garages qui ont pignon sur rue plutôt que de faire venir des gens chez eux et faire rentrer du monde dans leur atelier, quoi, tout simplement. Il n'y a pas eu beaucoup de véhicules comme cela, il y en a eu une centaine qui ont été construites maximum et j'ai la chance d'en avoir 2. Donc celle-ci, la rouge, et puis la grise qui est juste derrière. Et on estime qu'il doit en rester à peu près une quarantaine qui existent, des années 80, et surtout des voitures qui sont homologuées pour la route, parce que celles-ci le sont. Il doit y en avoir à peu près une dizaine. La base du véhicule, c'est un châssis et un moteur Triumph. La forme du véhicule rappelle la MG de l'époque, et le châssis et le moteur, c'est une Triumph 1200. Donc c'est double carburateur NSU. Elle pèse pas lourd, elle est à 700 kg. Bon après, c'est pas forcément fait pour aller faire du circuit, etc. Mais c'est vraiment fait pour s'amuser avec une voiture style époque, quoi. C'est une propulsion. Oui, la voiture a un rapport avec Starling Moss. Donc Moss qui était donc un coureur automobile et qui a donc prêté son nom pour cette marque-là. Et le terme de Monaco est certainement lié au circuit de Monaco et les courses des années 50 et 60. It's the start of the race of 1,000 corners, the Monte Carlo Grand Prix, 200 miles of twisting streets and sudden hills. It's never been won by a British driver yet, but Stirling Moss in Maserati number 28 is out to put that right. He takes the lead from the start. He's got another reason for wanting to win. If he does, it'll be his first Continental Grand Prix victory. Fangio, Ferrari number 20, and Beira, Maserati number 30 are on his heels, but Moss holds his les valises, on prend son petit sac Vuitton et on le met juste à côté. Non, évidemment, c'est pas fait pour ça, bien sûr, mais la conduite à droite, en tout cas, c'est d'une facilité enfantine. On a toujours un peu de réticence, en fin de compte, à avoir un véhicule qui se conduit à droite, mais en fin de compte, en un quart d'heure, on a appris à conduire à droite, c'est vraiment pas un problème. Et puis, il faut quand même savoir que les véhicules des années 10 et des années 20 étaient souvent en conduite à droite, même les véhicules français. Alors, la première étape, c'est de faire un diagnostic carrosserie et un diagnostic mécanique. C'est-à-dire qu'on a des fiches en interne sur lesquelles on va aller rentrer la qualité des pneus, la qualité du freinage, la qualité esthétique du moteur. Ensuite, avant de le redémarrer, on va faire ce qu'on appelle la prévidange, c'est-à-dire boîte, pont, moteur évidemment, nettoyage des réservoirs d'essence s'il y a besoin, mais généralement on le fait parce que c'est des véhicules qui ont été mobilisés souvent pendant quelques années. Et une fois qu'on a fait ça, on va démarrer et puis on va voir où on a des fuites. Voilà, c'est un petit peu ça, et on va reprendre les taux de compression. Mais de toute façon, un véhicule qui sort de chez Thomas Spirit, du garage, aura donc évidemment son contrôle technique, et ça c'est bien normal, mais par contre aura aussi ses prises de compression et aura aussi une validation ici en interne pour qu'il sorte. Voilà, donc on essaie de sortir des véhicules le plus sain possible et surtout le plus fiabilisé possible. La SCH a réservé une bien mauvaise surprise à Garonne ASPTT en s'imposant de fort belle manière. Elle est tellement blanche de poêle. Maxime Abaille de poêle. Tanguy Montfort sur la poêle. Jérémy Talmont, 3 points. Thibaut Lavadi, 3 points. 3 points. Jérémy Talmont.
Un match qui donne un sourire. Ouais, ça fait du bien. Et puis surtout, on a fait un vrai bon match de basket, quoi. 40 minutes, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. D'autant que j'ai l'impression que Garonne ne s'attendait pas à ce scénario. Non, mais bon, voilà, on a fait 2-3 paris qui ont plutôt l'air d'avoir fonctionné. Et puis surtout, les joueurs ont été vraiment courageux, ils ont respecté les consignes. Et puis après, ils ont mis de gros tirs. C'était pas évident pour eux cette semaine après la semaine passée. Ils ont vraiment travaillé dur et c'est mérité. Ce journal est maintenant terminé. Bravo à Madame Fartouat qui a gagné le jeu de la semaine dernière. Merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine.